Bonjour à tous, merci de votre présence, merci de votre inscription. Nous allons démarrer le webinaire avec quelques minutes de retard pour attendre le maximum de personnes. Encore une fois, merci d'être présents aussi nombreux, d'être présents dans ces circonstances-là. C'est pas forcément évident pour chacun de nous de pouvoir faire ce qu'on a à faire avec tout ce qui se passe actuellement. J'espère que tout le monde va bien, que vos proches surtout vont bien en ces temps de pandémie. On est réunis aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui est important, la cybersécurité en particulier, mais également pour traiter de la protection des data centers et comment traiter cette problématique-là qui est souvent méconnue, complexe, euh, au regard des cyberattaques de nouvelle génération. Euh, J'aurai le plaisir d'être accompagné par Abdelzak Waret, qui est BDM chez Symantec. Si je veux dire quelques mots, il est là, Abdelzak, effectivement. Bonjour Mehdi, bonjour tout le monde. Je vous remercie pour votre présence. Merci Mehdi pour cette invitation, pour l'organisation de ce webinaire. Et j'espère, Inch'Allah, que ça sera bénéfique pour tout le monde. On va essayer de vous présenter la solution de DCS de Symantec. Et j'espère que ça sera une belle découverte et une bonne solution qui va vous servir à l'avenir, Inch'Allah. Je serai également accompagné par Mohamed, qui est ingénieur sécurité chez Unidé et qui fera à la fin une démonstration technique de la solution Symantec DCS pardon, avec des démos très très concrètes. L'idée en fait, c'est vraiment de bien découvrir techniquement sur des sujets très concrets qu'est-ce qu'on doit protéger sur un serveur et comment faire en sorte que ce qu'on essaye de mettre en place fonctionne dans tous les cas de figure. S'il veut dire quelques mots. Bon, Mohamed est timide, c'est pas grave. Il nous rejoindra tout à l'heure. De toute manière, il doit intervenir dans une demi-heure à peu près. Donc, comme je le disais, bon, je vais avoir l'honneur de démarrer ce webinaire. Juste après, il y aura effectivement Abdelzak qui va vous présenter Symantec CS. Et vous verrez, c'est une solution qui est assez exceptionnelle. Très surprenante, vraiment très surprenante. Je vous laisserai la découvrir dans un petit moment. Et puis effectivement, Mohamed Malek qui va vous faire une démo technique de la solution DCS SA. Depuis le début du Covid, chez Unidé, on a mis en place un certain nombre de mesures à destination de nos clients. En particulier, bon, tout ça est disponible sur notre site internet, c'est disponible sur nos réseaux sociaux, on communique quasi quotidiennement, pour ne pas dire vraiment tous les jours, sur nos réseaux sociaux, sur l'écosystème de la cybersécurité au niveau mondial, mais également l'écosystème algérien en matière de cybersécurité. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui et dans ma présentation, c'est vraiment l'écosystème des cyberattaques en Algérie. Depuis le début de l'année, et on l'a accéléré depuis le début du Covid, on a des statistiques qui sont remontées de nos clients sur les cyberattaques qu'ils ont vécues. On essaie en fait de décortiquer avec ces clients-là la manière dont ce type de cyberattaques ont eu lieu, quels sont les vecteurs qui ont été utilisés, quelle est la nature de la cyberattaque et très concrètement, quels ont été les impacts sur le système d'information, sur le business de l'entreprise. Donc, je vais vous présenter dans un petit moment un résumé de ce paramètre qu'on met en place mensuellement et qui est présenté une fois, 3 mois, on fait un webinaire. Mais d'ores et déjà, depuis quelques années, vous avez un baromètre mondial, celui-là, qui est publié par Allianz, qui est une des premières compagnies d'assurance au niveau mondial,
pour la première fois, en 2020, les cyberincidents sont le premier risque business des entreprises. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises à travers le monde considèrent que l'interruption de leur business, la première cause serait les cyberincidents. Ça démontre, s'il fallait le démontrer, qu'aujourd'hui, au-delà d'essayer de chercher ce qui pourrait demain arrêter l'activité d'une entreprise, ce qui pourrait demain freiner le développement business de l'entreprise, ce qui pourrait demain porter atteinte à l'image de l'entreprise, en fait, la réponse elle est très claire. Je vais demander juste à tout le monde, si vous me permettez, de couper leur micro. Voilà, merci beaucoup. En fait, s'il fallait le démontrer, effectivement, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, la première cause, c'est l'hyperincident. La première cause, c'est l'atteinte au système d'information de l'entreprise. La première cause d'arrêt d'une entreprise, c'est réellement les cyberincidents. Et on va le voir ensemble dans les slides qui vont arriver. Et dans Scendo? juste à la possibilité de couper vos micros parce que, voilà, s'il vous plaît, merci beaucoup, pour qu'on puisse avoir un webinaire le plus limpide possible. Merci. En fait, les cyberattaques sur la nation, les cyberattaques en Algérie, c'est une réalité, évidemment. Et au-delà d'une réalité, comme j'expliquais tout à l'heure, on a essayé de compiler un certain nombre d'informations, un certain nombre de statistiques sur les remontées que nous avons, nous, hein, une idée à travers notre support technique, à travers nos équipes, à travers les relations que nous avons avec nos clients, à travers les conseils qu'on prodigue à nos clients lorsqu'ils sont cyberattaqués. Et l'idée, en fait, c'est de faire ressortir des statistiques qui sont extrêmement, extrêmement parlantes. À fin juin, nous sommes à 73 entreprises qui ont été touchées. D'accord? Donc, de janvier à fin juin, nous sommes à 73 entreprises qui ont été touchées. Donc, c'est des statistiques, encore une fois, et je me permets de repréciser, qui sont ces statistiques une idée. Hein. Ça ne représente pas, évidemment, l'intégralité des entreprises algériennes, mais ça permet d'avoir une statistique qui peut être parlante, qui peut être représentative de la nature des cyberattaques qui touchent nos entreprises, qui touchent nos institutions en Algérie. Sur ces 73 entreprises, nous avons 7 secteurs d'activité qui ont été touchés. Sur ces 7 secteurs d'activité, effectivement, on peut trouver le secteur pétrolier. On avait fait il y a quelques semaines un webinaire dédié au secteur pétrolier. Nous étions à l'époque à 9 entreprises du secteur pétrolier qui avaient été victimes de cyberattaques. Au moment où je vous parle, actuellement, nous sommes à 12 entreprises du secteur pétrolier. Donc c'est un secteur effectivement qui est extrêmement intéressant pour les cyberattaquants, compte tenu de l'influence qu'il peut avoir sur le marché, compte tenu de son influence au niveau mondial. Et puis on peut retrouver effectivement des secteurs qui sont un peu plus classiques, le secteur financier, le secteur télécom, et puis évidemment les différentes entités gouvernementales. Sur ces 71 entreprises, pardon, des chiffres effectivement qu'on a fait ressortir et qui vont nous permettre de comprendre pourquoi un data se protège différemment. 69% de ces entreprises avaient au moins un système critique qui était sans antivirus, donc sans protection claire sur un de ces assets critiques, un serveur, une donnée critique. Sur ces entreprises, nous avions 17% qui n'avaient aucune protection sur les serveurs. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le data center, aucune protection n'avait été déployée. De janvier à juin, sur ces 71 entreprises qui ont été cyberattaquées, ils ont mis 23 jours pour recouvrer leur système.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très clairement qu'ils ont mis 23 jours pour revenir à l'état dans lequel était leur système avant la cyberattaque. Et l'idée, en fait, c'est qu'on puisse comprendre tous ensemble qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les entreprises qui nous ont remonté cette statistique, c'est peut-être votre cas de figure, peut-être que vous faites partie effectivement d'entreprises qui ont été victimes de cyberattaques. Euh, vous avez effectivement des difficultés à recouvrer vos données, vous avez eu des difficultés à redémarrer vos systèmes, vous avez eu peut-être des difficultés tout simplement à continuer l'activité de l'entreprise. Et on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui fait effectivement qu'on arrive à ce type de statistiques, à ce type de chiffres. Sans entrer dans des détails techniques, euh, aujourd'hui, une cyberattaque, clairement, qu'elle soit interne, qu'elle soit externe, va utiliser des vecteurs. Et concrètement, lorsqu'on regarde les entreprises qui ont été touchées en Algérie ou lorsqu'on fait une extrapolation sur les cyberattaques qui ont défrayé la chronique à travers le monde, ou lorsqu'on regarde les différents analystes sécurité qui ont analysé les malwares, qui ont analysé les attaques, qui ont analysé les groupes qui sont derrière ces cyberattaques, on remarque en fait que l'anatomie d'une cyberattaque, elle est relativement semblable. Elles sont relativement semblables les unes par rapport aux autres. Il y a toujours un vecteur sur lequel on va s'appuyer pour pénétrer l'entreprise. Ce vecteur va permettre d'exploiter un certain nombre de vulnérabilités internes. Ce vecteur exploité va permettre de diffuser un certain nombre de programmes malveillants qui vont permettre à l'attaquant de faire un certain nombre de choses au sein de l'entreprise. D'abord, de découvrir l'entreprise, de voir un petit peu le contexte de l'entreprise. Et puis, au fur et à mesure, l'objectif de l'attaquant, effectivement, c'est d'arriver à découvrir des informations qui sont importantes pour lui, qui sont importantes à monnayer pour lui. Et puis, l'objectif, effectivement, c'est d'arriver euh, à demander à l'entreprise de payer une rançon. Et lorsqu'on regarde un petit peu les assets qui sont touchés sur ces 71 entreprises, c'est rarement le poste de travail de la secrétaire qui n'a pas de données importantes. C'est rarement le poste de travail d'un petit employé. Évidemment, pour les petits employés, ce n'est rarement le petit employé qui est effectivement victime de cyberattaque. Euh, c'est le serveur SAP, c'est le serveur de base de données métier, c'est le serveur de messagerie, c'est l'Active Directory, c'est le serveur qui va gérer l'antivirus, on va revenir dessus tout à l'heure avec Abdelzak, et Mohamed, c'est le serveur de backup. L'objectif d'un cyberattaquant, en tout cas dans les entreprises qu'on a étudié, c'est de mettre à genoux l'entreprise, c'est de faire en sorte que l'entreprise ne puisse pas recouvrer ces données, c'est de faire en sorte que l'entreprise n'ait d'autre choix que de payer la rançon, n'ait d'autre choix que de négocier avec le cyberattaquant. Et donc, l'intérêt pour lui, il est très simple. L'intérêt pour lui, c'est de faire mouche, c'est d'arriver effectivement à mettre à genoux sa cible. Lorsqu'on regarde un petit peu les différents vecteurs qui ont été utilisés, on retrouve évidemment l'utilisateur interne à travers deux scénarios essentiellement. Le premier, c'est l'ingénierie sociale. Je fais en sorte d'avoir un certain nombre d'informations en utilisant la crédulité de l'utilisateur. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça va être du phishing, ça va être des informations que je vais trouver disponibles sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le profil d'une personne, le profil Facebook ou le profil LinkedIn d'une personne. En tout cas, je vais faire en sorte de trouver un certain nombre d'informations qui sont disponibles ou qui me sont données de manière assez simple par l'utilisateur. On va retrouver évidemment, on a eu quelques cas, on a eu 3 cas exactement, d'actes délibérés d'un un salarié qui a effectivement des accès privilégiés et qui va les utiliser contre l'entreprise. Le premier vecteur, évidemment, c'est la messagerie qui est extrêmement utilisée. Le troisième, c'est les protocoles d'administrateurs. Donc, très concrètement, ça va être essentiellement le protocole RDP qui va être utilisé aux cyberattaquants pour pouvoir faire ces méfaits. Et puis, on va évidemment trouver des vulnérabilités applicatives qui vont également être utilisées. Et sur l'ensemble de ces vecteurs, on va voir effectivement comment faire en sorte pour protéger
son data center contre les habitudes, les pratiques qui sont aujourd'hui utilisées par les cyberattaquants. Ce qu'il faut bien qu'on comprenne tous, c'est qu'aujourd'hui, un data center ne se protège plus comme il se protégeait hier. C'est vrai qu'il y a quelques années, il suffisait de mettre un antivirus. Il y a quelques années, il suffisait de mettre un antivirus avancé. On a pas mal d'éditeurs qui ont produit ce qui sont appelés des solutions dédiées environnement virtuel. L'objectif, c'était effectivement de faire en sorte d'optimiser les ressources d'une infrastructure virtuelle, rendre l'antivirus plus léger. On a sorti des antivirus sans agents, etc. En fait, on n'a pas compris une chose, très clairement, c'est que la nature même de la cyberattaque, la nature même des habitudes des cyberattaquants, la nature même des moyens de cyberattaque avaient, eux, évolué. L'idée n'était pas uniquement de faire évoluer la manière dont l'outil devait protéger une machine, l'idée c'était de faire en sorte, lorsque je suis administrateur avec 100% des privilèges sur un ordinateur, ce super utilisateur, ce super administrateur peut être un attaquant. Comment réagirait un antivirus aujourd'hui sur un serveur lorsque un administrateur désactive? Il n'a pas d'autre choix que de se laisser se désactiver. Comment faire en sorte pour qu'un administrateur qui a 100% des privilèges se connecte sur un serveur pour aller sur Internet? Le serveur n'a d'autre choix que d'aller sur Internet. Comment faire en sorte pour que un administrateur qui se connecte sur SAP et qui crypte la base de données SAP et l'antivirus qui est sur le serveur SAP n'a d'autre choix que de laisser l'administrateur, évidemment, il a les privilèges, vraiment de comprendre que derrière un compte à privilèges, derrière des accès qui sont licites, parce qu'on est en train de parler d'accès licites, vous vous connectez tous les jours sur des serveurs en RDP, sur des serveurs en SSH, et tous les jours vous faites votre travail de gestion de vos serveurs, d'administration de vos serveurs. Comment faire en sorte pour que vos serveurs s'assurent que c'est bien vous, vos serveurs s'assurent que les actions que vous êtes en train de faire sont conformes aux best practices sur un serveur SAP, au best practice sur un serveur Oracle, au best practice sur un serveur Active Directory. Donc on va effectivement, tout au long de ce webinaire, avec d'abord Abdelzak Waret, ensuite avec Mohamed, comprendre comment se protéger contre un administrateur qui peut être potentiellement un attaquant qui a dérobé les crédentiels d'un administrateur. Je vous remercie. Je passe la main à Abdelzak, qui va, j'en suis sûr, vous épater. Merci Mehdi, je vais essayer de partager. Est-ce que tu peux s'il te plaît me donner le partage? Bien sûr. Normalement, c'est bon. Avant que Abdelzak ne commence, n'hésitez pas à profiter du chat pour poser l'ensemble de vos questions. On y répondra en fin de webinaire, donc n'hésitez pas à poser vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Très très bien. C'est à toi. Très bien. Merci encore une fois, Mehdi. Merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, je me présente encore une fois. Je m'appelle Abdelzak Waret et je suis BDM chez Symantec. Je suis en charge des clients stratégiques sur la région Africa, donc Speak in Africa, avec un focus particulier sur l'Algérie du moment que je suis basé ici en Algérie. Voilà. Donc, dans la continuité de ce que disait M. Zakaria, donc je dirais que en plus du fait que le data center est aujourd'hui la cible ultime, la cible privilégiée des cyberattaques, c'est simple. Le fait que les données d'entreprise aujourd'hui se trouvent au niveau du data center fait du data center une cible ultime, une cible privilégiée et la finalité d'attaque. Même si parfois on passe par le poste de travail, par le PC, par le laptop,
juste pour récupérer des privilèges, juste pour récupérer des actions entreprises. Mais le but ultime, c'est d'atteindre le data center, d'atteindre les données qui sont importantes, des données confidentielles, des données business qui vont faire mal à l'entreprise et qui vont pousser certainement l'entreprise soit à un arrêt d'activité, soit à payer une rançon, etc. D'accord? En même temps, les besoins fonctionnels et les besoins de sécurité des data centers ont aussi évolué et sont différents de ceux d'un poste de travail ordinaire. Sur un poste de travail ordinaire, on a besoin de performance beaucoup plus, on a besoin d'outils, etc. Mais sur un data center, on a besoin de disponibilité, on a besoin d'avoir des ressources convenables et assez performantes pour l'ensemble des utilisateurs. On a besoin d'accéder à ces ressources-là de toutes parts, et que ce soit en interne ou bien en externe. Et quand on parle de l'externe, ça veut dire d'ouvrir des accès externes vers ces serveurs-là, en publiant des serveurs, en ouvrant des accès VPN, en ouvrant des accès FTP, etc., vers ces serveurs-là. Et toutes ces ouvertures, systématiquement, créent des brèches de sécurité. D'accord? Généralement, quand on parle à nos clients, quand on parle à des clients influence stratégique, généralement, ils nous citent un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de problématiques aussi qu'ils rencontrent sur le data center. Ces problématiques-là, si on essaye de les regrouper, on retrouve 5 essentiellement. Donc, on parle d'assurer une certaine sécurité sans compromis, d'accord? Donc, utiliser une protection avancée pour prévenir contre les failles des systèmes, les failles des applications, tout ce qui est aujourd'hui zero day attacks, tout ce qui est attaques ciblées. On parle de plus en plus d'attaques ciblées. On parle d'organismes qui ciblent des entreprises, qui ciblent des pays même. Donc, d'un côté, on doit préserver la productivité, mais en même temps, on doit assurer une certaine sécurité sans compromis. Et il faut trouver un certain équilibre entre les deux. Ne pas trop fermer au point d'empêcher le travail et ne pas trop ouvrir au point de créer des brèches de sécurité qui peuvent être exploitées par des attaquants ou bien par des cyberattaques. Le deuxième objectif qui revient souvent lorsqu'on parle à nos interlocuteurs dans des entreprises, c'est la fiabilité et les hautes performances des systèmes. Souvent, on investit énormément sur des data centers plus performants, plus de mémoire, plus de disques, plus de CPU, etc. Mais on est toujours à la limite de l'utilisable. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de ressources qui sont utilisées inutilement. D'accord? Donc aujourd'hui, le but, c'est de limiter les ressources à seulement ce qui est nécessaire pour la bonne exécution des systèmes d'exploitation et des applications qui tournent sur ces serveurs-là, sur ces data centers-là. Le troisième point, c'est tout ce qui est risque par rapport aux systèmes qui ne sont pas à jour, aux systèmes qui ne sont pas patchés, etc. D'accord? Donc, on voit de plus en plus de systèmes qui sont, je dirais, obsolètes, malheureusement, chez nos clients. On retrouve encore des systèmes de Windows, des Windows Server 2008, on retrouve des Windows Server 2012 qui sont relativement anciens, qui sont obsolètes, qui ne bénéficient plus de patch, de mise à jour, donc pas de sécurité de la part des éditeurs. On retrouve aussi des applications, parfois des applications qui ne sont pas originales, parfois des applications qui ne sont pas aussi donc à jour, qui ne sont pas patchées. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'a pas peut-être un système de patch management, n'a pas de système de suivi de ces patchs et de stratégie même de mise en place de ces patchs-là et de ces mises à jour. Et tout ça donc présente aussi des failles de sécurité. Donc le quatrième point qui est aussi très important, c'est tout ce qui est le monitor des comportements des administrateurs, les changements des configurations, tout ce qui est accès aux fichiers, accès privilégié, etc. Et bien sûr, donc les entreprises cherchent à se conformer aux différentes régulations, différents standards. Donc chaque entreprise dans son domaine, les banques, ils ont les standards PCI, DSS, les SWIFT, etc. Le domaine médical, on parle de EPA, on parle aujourd'hui de GDPR, on parle énormément de régulations, énormément de standards.
Et donc, les entreprises non seulement veillent à ce que leur système ne soit pas altéré, mais en même temps, ils doivent se conformer à ces régulations-là, à ces standards-là, pour être donc reconnus comme par le milieu, par le domaine dans lequel ils exercent. Un dernier point, donc un cinquième point qui est souvent aussi répété, et d'ailleurs M. Zakaria l'a cité dans son introduction, c'est tout ce qui est agentless security, tout ce qui est protection sans agent. Aujourd'hui, surtout sur les systèmes virtuels, on cherche de plus en plus à alléger l'exécution, à alléger tout ce qui tourne sur ces systèmes-là. Et donc, on adopte de plus en plus des protections sans agent, donc en mode agentless, en installant des solutions sous forme de SVA, donc d'appliance virtuelle. Et du coup, donc, économiser des ressources et avoir une protection optimale sans avoir la nécessité forcément d'utiliser des agents. Pour répondre à tous ces points-là, pour répondre à ces problématiques-là, chez Symantec, donc, on a un ensemble de solutions. D'accord, Symantec est leader depuis plus d'une vingtaine d'années sur le domaine de la cybersécurité et spécialement tout ce qui est sécurité des endpoints et sécurité des data centers. Donc, sur la partie endpoint, purement endpoint, donc quand on parle de postes de travail, aujourd'hui on parle aussi de terminaux ou bien de postes de travail modernes, tout ce qui est donc équipement mobile, iOS, Android, etc., Windows Mobile, qui ont leurs particularités aussi. On parle d'un autre côté tout ce qui est IoT. D'accord? Donc, c'est des systèmes qui viennent et qui se greffent aujourd'hui au de l'entreprise. C'est des systèmes qui se connectent à des ressources d'entreprise. Une caméra de surveillance, elle a besoin de se connecter vers un DVR. Donc, le DVR, il se connecte sur une baie de stockage forcément pour enregistrer les vidéos. Tout est connecté aujourd'hui. Pour ça, on a des solutions qu'on appelle donc endpoint security. Et pour le data center, on offre aussi des solutions des solutions spéciales, des solutions vraiment innovantes et qui s'appellent Symantec Data Center Security. La particularité de Symantec Data Center Security, c'est que data center indépendamment de leur type et de leur forme. Donc, que ce soit des data centers qui sont en local, en premise, ou bien des data centers qui sont sur le cloud, parce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de clients aussi qui migrent vers le cloud, qui migrent leurs ressources vers le cloud, indépendamment de la forme, que ce soit physique, des serveurs physiques ou bien des serveurs virtuels, data center, c'est la solution qui correspond aujourd'hui à ce genre de besoins et aux clients qui veulent protéger leur data center. Comment ça se passe? En fait, à travers la solution DCS, on considère la sécurité du data center comme un cycle de vie et non pas comme une tâche ou bien comme une action. Ce cycle est composé essentiellement de 3 phases qui se répètent et qui se complètent à chaque fois. C'est un cycle de vie qui se répète à chaque fois. Donc, on retrouve les 3 phases. La première phase, c'est la phase d'évaluation. D'accord? Donc, pour cette phase, on va utiliser une approche modulaire pour permettre la découverte automatique de tous les assets, de tous les actifs de l'entreprise, de tous les serveurs. Une fois que la découverte est terminée, on va évaluer les configurations des serveurs, on va évaluer les politiques de sécurité, on va évaluer tout ce qui est les contrôles des processeurs, etc. Et on va comparer ces résultats-là avec les standards et les recommandations, ce qu'on appelle les best practices, et les standards connus, pour enfin faire une sorte d'agrégation et sortir des scores de risque et réarchiser donc ces scores-là, suivant la criticité des risques, pour faciliter la remédiation des attaques, pour faciliter la remédiation des incidents, si ça existe. La deuxième phase, donc, qui est aussi très importante, c'est la phase de protection. La protection et la surveillance de la sécurité des data centers donc, se base essentiellement sur la notion de hardening. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion-là ou non. En français, on appelle ça durcissement, on appelle ça de différentes façons, mais le terme générique, c'est le hardening. En fait, le hardening des systèmes,
Donc, il va permettre la protection contre les menaces. Et ces services-là, avec DCS, donc avec Data Center Security, ils vont être fournis soit en mode agentless, donc en mode sans agent, en utilisant l'intégration avec VMware, ou bien en mode agent. Donc, pour le reste des serveurs physiques, que ce soit des serveurs HP, IBM, Linux, Windows ou autres, donc on va utiliser aussi des agents. La troisième phase qui est très importante aussi, c'est la phase d'orchestration. D'accord? Donc la phase d'orchestration et d'automatisation de la sécurité. L'orchestration est fournie par un module qui s'appelle DCS Operations Director. Donc ce dernier, il va vous permettre d'automatiser et d'orchestrer les politiques de sécurité pour tous les serveurs, qu'ils soient physiques, qu'ils soient virtuels, qu'ils soient en local, donc on-premise ou dans le cloud. Il va vous permettre d'automatiser le provisioning et les réponses d'une façon automatique aux attaques. D'accord? Donc, si par exemple une VM ou un serveur physique est créé ou bien modifié et provisionné nouvellement, il va hériter systématiquement des politiques de sécurité sans avoir besoin d'intervenir pour provisionner manuellement ces paramètres de sécurité. Et ça va vous permettre de gagner du temps pour la mise en place des politiques de sécurité, et de deux, ça va vous permettre aussi de répondre plus rapidement et plus efficacement aux attaques dans le cas où elles parviennent. Comment ça se passe donc par rapport à DCS? Sur DCS, on a trois gammes, si vous voulez. On a DCS Server, DCS Monitoring et DCS Server Advanced. Dans cette présentation, on a décidé de parler de DCS Server Advanced. Et donc, DCS Server Advanced, il supporte un large panel de systèmes. Je dirais qu'aucune solution aujourd'hui du marché, qu'aucun concurrent du marché ne supporte. Que ce soit des systèmes virtualisés, donc VMware, Hyper-V, Xen ou KVM, que ce soit des serveurs physiques sous Microsoft, Linux, Solaris, IBM iX, ça aussi c'est très important parce qu'il y a pas mal de banques, énormément de banques qui utilisent des systèmes donc AX ou bien HPUX. Aujourd'hui, Oracle aussi, tout ce qui est Solaris. Donc, ce sont des plateformes qui sont très particulières et rares sont les solutions de sécurité, les solutions antivirales traditionnelles qui peuvent s'installer, qui ont des agents qui sont compatibles avec ces solutions-là. Avec DCS, on est compatible et on peut protéger ces systèmes-là d'une façon plus efficace. Que ce soit aussi des solutions donc des plateformes cloud, soit des clouds publics comme Amazon, ou bien Azure, que ce soit des clouds privés en OpenStack ou des conteneurs comme Docker. DCS, il va vous offrir les mêmes fonctions avancées de hardening, de file integrity, donc de suivi et de suivi et de contrôle de l'intégrité des fichiers, des systèmes, des registres, etc. Des fonctions d'application et des device control, donc maîtriser et contrôler tout ce qui se passe sur les serveurs. Donc, quels sont les périphériques qui sont autorisés à s'exécuter, quelles sont les actions qui sont autorisées à s'exécuter, etc. Donc, pour les plateformes sous VMware, DCS, il vous offre des fonctions anti-malware sans agent, donc en mode agentless. Il vous offre un EPS réseau sans agent aussi. Et vous offre des services de réputation de fichiers, d'accord, en se basant sur la même base de réputation qu'utilise Symantec pour les solutions antivirus, pour les solutions proxy, pour la protection web, pour les solutions email. Donc, toutes ces solutions-là sont agrégées dans une seule base de connaissances qui est considérée aujourd'hui comme la plus grande base de connaissances civile au monde, qu'on appelle le Global Intelligence Network. Donc, vous allez bénéficier systématiquement des services de réputation des fichiers. Et bien sûr, tout ce qui est mise en quarantaine, tout ce qui est blocage, mise en quarantaine, etc., de fichiers. Avec
donc la licence monitoring, vous allez pouvoir prendre en charge tout ce qui est contrôle et fonctions de monitoring et de surveillance de la sécurité avec des fonctions telles que l'intégrité des fichiers que j'appelais tout à l'heure le real-time file integrity. Donc vous allez surveiller les configurations, vous allez surveiller la journalisation des événements, tout ce qui est log, etc. sur les serveurs qui soient encore une fois physiques, virtuels ou bien sur le cloud. D'accord? Donc dès qu'il y a des modifications de configuration, que ce soit de fichiers, de registres, de fichiers critiques ou autres types de fichiers, vous pouvez placer autant d'alarmes que vous voulez. Il y a donc des alertes qui sont remontées systématiquement vers les administrateurs et vont alerter pour vérifier ce qui se passe. La surveillance et l'intégrité des fichiers en temps réel signifie que DCS va suivre les mises à jour qui se produisent en temps réel. D'accord? Donc, s'il y a un fichier qui est créé, modifié, supprimé ou n'importe quelle action, donc tout ça, il va être notifié, il va être rapporté vers les administrateurs. L'exemple qu'on donne généralement et qui est parlant, c'est que toutes les entreprises, ou bien pratiquement la plupart des entreprises aujourd'hui, n'exécutent les mises à jour de leur système que dans des fenêtres de modification particulières. Même les installations des mises à jour, l'installation de nouvelles applications, etc., se fait dans des fenêtres de modification particulières. Par conséquent, s'il y a une modification, s'il y a une installation de produits autres qui se fait en dehors de cette fenêtre de modification, c'est que forcément un bon indicateur d'un incident. D'accord? C'est que forcément, il y a soit un insider threat, donc il y a un utilisateur local qui essaie d'apporter des modifications, de faire des actions qui ne sont pas autorisées, ou bien vous êtes cible d'une attaque, que ce soit une attaque interne ou bien externe. D'accord? Et les agents DCS ont cette fonctionnalité activée par défaut et vous pouvez utiliser les détails de ces événements-là pour profiler tout ce qui se passe dans votre environnement de façon continue, donc empêcher et prévoir donc les attaques qui peuvent survenir sur vos serveurs. Voilà, donc en plus donc des fonctions donc sur VMware, tout ce qui est donc SVA, tout ce qui est provisioning automatique, tout ce qui est protection agentless et tout ce qui est fonction de monitoring. DCS, il va vous offrir aussi les fonctions de hardening des serveurs. D'accord? Donc, que ce soit donc des serveurs physiques ou bien virtuels, ce qui va vous permettre de protéger ces serveurs-là contre les attaques les plus avancées et les plus ciblées. D'accord? Il va vous permettre aussi de protéger vos serveurs contre l'exploitation des systèmes et des applications qui ne sont pas patchées ou bien qui ne sont pas mises à jour. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure quand on a parlé des problématiques ou bien des objectifs des entreprises. Pour cela, on va utiliser la notion de whitelisting pour n'autoriser que les applications qui sont fiables, d'accord, qui sont fiables et qui sont autorisées, donc elles sont whitelistées, à s'exécuter sur les serveurs. Toutes les autres applications qui ne sont pas autorisées, qui ne sont pas whitelistées, seront bloquées systématiquement. Donc, en plus d'empêcher les failles de certaines applications, on va empêcher toute installation des applications qui peuvent être des menaces, donc qui peuvent être des chevaux de Troie, qui peuvent être des malwares, et en même temps, on va optimiser aussi la performance des serveurs. D'accord? Donc, tout service n'est pas nécessaire pour le bon fonctionnement du serveur ou des applications qui tournent sur le serveur ne va pas s'exécuter. D'accord? Donc, toutes les autres applications seront bloquées. Et là, donc, on va utiliser aussi une deuxième notion, donc la notion de sandbox, qui va déterminer quelles sont les actions, quels sont les processus à autoriser au sein des applications qui sont déjà whitelistées. D'accord? Par exemple, on peut mettre, je sais pas, Internet Explorer ou bien Chrome en whitelist pour dire que je n'utilise que Internet Explorer, par exemple, pour la navigation web. Donc, tous les autres navigateurs vont être bloqués. Ça, c'est la partie whitelisting. Après, donc, la partie isolation, on va déterminer, on va dire
quelles sont les fonctions, quelles sont les applications et les actions qui sont autorisées à s'exécuter avec Internet Explorer. On peut par exemple interdire tout ce qui est plugin. On sait que Flash, par exemple, il peut être un véhiculant d'attaque. Donc, on va dire que Flash ne peut pas s'exécuter. On peut par exemple interdire les téléchargements. On peut interdire toutes les actions possibles sur Internet Explorer ou sur le navigateur. Et on peut faire la même chose avec toutes les applications possibles, donc qui tournent sur le poste de travail. On peut aussi restreindre les ressources à des utilisateurs. On peut restreindre donc les ressources à un certain groupe d'utilisateurs ou bien de programmes spécifiques. D'accord? Donc, en cas d'attaque, en cas de brèche de sécurité, les ressources entreprises vont rester protégées et seront toujours protégées. Pourquoi? Parce que les utilisateurs et ces applications-là n'auront pas accès à certains registres, n'auront pas accès à certains fichiers, à certains endroits privilégiés. Par exemple, on peut autoriser des accès en lecture seule à des répertoires. Et en définissant le chemin d'accès en ressources, donc en lecture seule, on peut protéger ces systèmes-là contre des attaques comme des ransomware. D'accord? Si on interdit, par exemple, à une application de modifier un fichier, forcément, cette application-là, si c'est un ransomware, donc elle ne pourrait pas chiffrer et donc modifier ce fichier-là. Vous voyez un peu comment ça se passe, la notion de hardening avec des... En plus donc de ces fonctions donc, de monitoring et de hardening, DCS il va aussi vous permettre de configurer des alertes pour surveiller de manière proactive l'état de vos serveurs. Dès qu'il y a des menaces, dès qu'il y a des attaques, dès qu'il y a des soupçons d'attaque, il y a des alertes systématiques qui sont déclenchées pour surveiller de manière proactive l'état de vos serveurs. Et ces attaques-là peuvent être configurées. Il y a des attaques qui sont préconfigurées. Et il y a des attaques aussi, plutôt des alertes que vous pouvez configurer sur la console de gestion unifiée. Donc, vous pouvez prioriser, vous pouvez donc créer des alertes suivant les applications et les systèmes d'exploitation que vous utilisez. En même temps, donc, vous pouvez aussi générer différents types de rapports. D'accord? Donc, ces rapports-là, vous pouvez les utiliser pour vous assurer, par exemple, que vos agents communiquent, que les analyses sont en cours, que vous surveillez les nouveaux serveurs, les nouvelles détections d'une façon continue. Vous pouvez également utiliser ces rapports-là pour répondre à des incidents. Donc, s'il y a des incidents, si vous remarquez qu'il y a des attaques, vous pouvez utiliser ces rapports-là pour répondre aux incidents. Et si des indicateurs de compromission, si des indicateurs de compromis ou des anomalies sont découverts, vous pouvez répondre et corriger de manière proactive à partir de la console de gestion unifiée. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller sur les serveurs, vous pouvez directement accéder à ces menaces-là, à ces anomalies-là, directement à partir des rapports et corriger ces anomalies-là d'une façon proactive. En termes d'architecture, donc, comment ça se positionne? DCS donc permet un déploiement à plusieurs niveaux, donc et il est évolutif. Donc conçu spécialement pour être facile à intégrer dans différents types d'environnements, que ce soit des environnements virtuels, ou bien des environnements physiques, ou bien des environnements hybrides. Donc le composant de base, c'est le serveur d'administration, qui est, si vous voulez, le courtier d'information entre les différents les composants de DCS et peut être installé sur un serveur physique, peut être installé comme serveur virtuel ou même être installé dans le cloud si vous voulez. Toutes les données sur les serveurs, les stratégies et les politiques de sécurité, les données d'événements, les logs, etc. sont stockées sur une base de données SQL. Bien que la solution DCS permet d'installer une base de données SQL locale, donc SQL Express. La recommandation se commande à nos clients, si on dépasse un certain nombre, si on dépasse une cinquantaine de serveurs, d'utiliser une base de données donc externe, une base de données externe, une base de données dédiée pour la solution DCS. Après, donc, il existe deux consoles de management.
Donc, on a ce qu'on appelle donc, la console de gestion unifiée, d'accord, l'Unified Management Console, UMC, donc, qui permet de gérer toutes les tâches quotidiennes, la surveillance des événements, le déploiement des agents, le déploiement des stratégies, donc toutes les tâches journalières, toutes les tâches hebdomadaires, vous pouvez les gérer à travers cette console-là. C'est une console web, d'accord, et elle est généralement installée avec le serveur de management, avec le serveur d'administration. Une deuxième console donc qui s'appelle qui est un client lourd, qui est un client Java qu'on appelle donc un Thick Management Console, est nécessaire pour tout ce qui est modification des stratégies avancées, tout ce qui est donc modification des systèmes, tout ce qui est donc fonctions avancées sur les fonctions DCL. Cette console aussi, elle peut être aussi installée sur le même serveur de gestion, mais généralement, on l'installe sur un serveur à part et on installe donc les agents sur les postes de travail des administrateurs qui veulent donc faire des modifications, qui veulent faire des configurations sur les serveurs. Les agents peuvent être installés donc sur des systèmes physiques ou bien des systèmes virtuels. Ils vont communiquer avec le serveur d'administration pour recevoir les politiques et les modifications de configuration. Et pour la protection donc contre tout ce qui est malware et logiciels malveillants, les agents DCS, ils peuvent aussi télécharger donc leur mise à jour et du contenu à partir du Live Update. Vous connaissez les clients qui utilisent déjà Symantec pour le endpoint, ils connaissent certainement le Live Update. Donc, c'est le serveur de mise à jour qui peut être un serveur de mise à jour local ou bien récupérer directement les mises à jour donc, sur Internet. Après, donc, on a des API, des REST API qui sont appelés à l'aide du serveur de gestion, mais qui sont authentifiés par la console de gestion. Elles permettent des intégrations avec d'autres solutions. Donc, elles permettent, par exemple, des intégrations avec VMware. Aujourd'hui aussi, on supporte des intégrations avec Palo Alto, avec le firewall virtuel de Palo Alto, pour que l'Operations Director, pour la partie orchestration, on peut faire donc le provisioning des politiques de firewalling directement à travers la console de DCS. On s'intègre aussi avec Rapid7 Expose. Donc, on peut aussi faire le provisioning de ces solutions-là à travers donc ces API, intégrations qui sont permises avec ces API-là. Après, donc, on a chaque serveur de gestion, il peut prendre en charge jusqu'à 10 000 agents, d'accord, sur différents systèmes d'exploitation. Encore une fois, ça peut être des systèmes physiques, ça peut être du Linux, du Windows, du Xen, de l'AX, du HPUX, n'importe quel type de système d'exploitation. Des serveurs de gestion supplémentaires peuvent être déployés dans le cas où un utilisateur ou bien un client il a plus de 10 000 serveurs à protéger. C'est des cas très très rares dans notre région, en Algérie de façon générale. Les serveurs de gestion donc, et les agents DCS utilisent tous du cryptage, donc ils communiquent en SSL, donc des communications sécurisées pour protéger les communications entre l'agent et les serveurs de management. Et si un agent ne peut pas communiquer avec le serveur de gestion, l'agent il va continuer systématiquement à surveiller et d'appliquer les politiques de sécurité en mode offline. Et dès qu'il y a reconnexion vers la console de management, il va transmettre les logs, il va transmettre les informations vers ce serveur de management. Voilà. Donc, vous pouvez donc aussi configurer ces agents-là pour qu'ils fonctionnent en mode autonome ou bien en mode unmanaged, mode non géré. Juste pour finaliser, pour clôturer cette présentation, donc une petite comparaison entre les systèmes endpoints traditionnels ou bien les systèmes anti-malware, antivirus traditionnels et tout ce que offre aujourd'hui DCS. Donc, DCS n'a pas forcément besoin de scanner les postes de travail parce que la fonction principale, c'est le hardening. Donc, on va empêcher tout ce qui n'est pas nécessaire
on va empêcher tout ce qui est inutile de s'exécuter sur le poste de travail. On va fortifier donc tout ce qui est fortifier plutôt tout ce qui est ressources nécessaires, tout ce qui est ressources indispensables, et on va bloquer le reste. D'accord? Donc, on va économiser sur les ressources des serveurs et on va permettre une meilleure utilisation de ces serveurs-là. On utilise donc beaucoup plus des techniques de hardening, donc on n'a pas besoin forcément de signature antivirus, et on n'a pas, même si on utilise les bases de réputation pour tout ce qui est système virtuel, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Donc, on n'a pas besoin de connecter nos serveurs sur Internet. On n'a pas forcément besoin que les serveurs soient et accès à Internet. Et du moment qu'il n'est pas accès à Internet, donc on limite aussi le champ d'action des attaques. Donc, s'il n'y a pas d'attaque en interne, ils ne peuvent pas être attaqués de l'extérieur. Ça, c'est un point très important. On applique des politiques de sécurité proactives. Donc, en définissant ce qui doit se faire et ce qui doit ne pas se faire. Et du coup, donc, on n'a pas besoin d'update, on n'a pas besoin de mise à jour, on n'a pas besoin de signature, comme je l'ai dit avant. On utilise tout ce qui est analyse comportementale, analyse behaviorale, donc pas besoin aussi d'avoir des analyses statiques, d'analyse de code, etc. Et bien sûr, donc, on a un seul agent qui va faire office donc d'agent pour le hardening, pour les PS, pour les DS, etc. Alors que sur les solutions antivirales, généralement, on a besoin de plusieurs agents pour faire tout ça. Voilà, j'ai essayé de faire vite pour être dans les 20-25 minutes que m'a donné Zakaria. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou bien on répondra à la fin, donc après la démonstration de Mohamed. Voilà, merci pour votre attention. Abdelzak, merci beaucoup pour cette présentation très riche. Je vais laisser la main dans un petit moment à Mohamed. N'hésitez pas à poser vos questions, encore une fois, sur le chat. En général, nous avons des participants qui sont timides. Il suffit de une ou deux personnes qui dépassent cette timidité pour qu'on ait beaucoup de questions. Donc, il n'y aura rien à gagner, ça c'est certain. Et n'hésitez pas, on attend les premières questions, que ce soit sur la première présentation, sur celle d'Abdelzak, et puis évidemment sur la démonstration. Je vais partager l'écran avec Mohamed pour qu'il puisse nous faire la démonstration. Je vous remercie Abdelzak. Donc, je vais commencer par présenter la console de management. Donc, la console de management permet de modifier tout ce qui est politique. Donc, créer tout ce qui est exception, interdire l'accès aux fichiers, interdire l'accès au registre et tout. Donc, je vais juste me connecter. Donc, dans le dossier Symantec, donc vous allez trouver plusieurs politiques qui sont déjà créées. Donc, des politiques par défaut. Donc, pour sécuriser tout ce qui est Active Directory. Donc, ces politiques-là sont créées en utilisant les best practices. Donc, vous allez trouver des politiques pour Exchange, pour Outlook, pour le vSphere. Il y a aussi une politique qui s'appelle whitelisting. Donc, la politique whitelisting est une politique qui est vide. Donc, il n'y a aucune exception. Donc, pour autoriser, par exemple, un process, il faut ajouter une exception. Donc, pour autoriser aussi la lecture ou l'écriture sur un fichier, il faut ajouter une autorisation. Donc, je vais juste ouvrir une politique pour voir ce qu'on peut faire. Donc, je clique sur Edit. Donc, dans les politiques DCS, donc on peut ajouter des exceptions sur la partie network. Donc, on peut autoriser que des process pour se connecter à des destinations prédéfinies. Donc, par exemple, pour Internet Explorer, il peut connecter à telle adresse IP et tel port. Donc, on peut même spécifier les ports et les protocoles. Donc, il y a aussi la partie file.
Donc, dans la partie file, donc on peut interdire l'accès à quelques fichiers. On peut autoriser la lecture, l'écriture, et on peut aussi interdire l'accès à quelques fichiers. Donc, par exemple, dans cette partie, j'ai autorisé que la lecture sur 3 fichiers. Donc, on peut pas modifier ces fichiers-là. Donc, l'action, c'est bloquer les modifications sur ces fichiers. Donc, il y a aussi la partie registre. Donc, on peut autoriser l'accès à un registre, autoriser l'écriture ou la lecture, ou on peut carrément interdire l'accès à un registre. Donc, dans la partie Global Policy Option, donc on peut autoriser le lancement de Event Viewer. Donc, les Event Viewer, c'est pour voir les logs sur la machine directement. On peut aussi ajouter des exceptions sur la partie Network, des exceptions sur le lancement ou interdire l'accès sur un process, pour un process. Et aussi, il y a la partie File et Register aussi. Donc, pour autoriser, par exemple, la modification d'un fichier, donc on peut faire l'autorisation ici pour autoriser l'accès ou interdire l'accès à un fichier. Donc, je vais juste vous montrer comment ajouter, par exemple, une exception pour qu'un process peut se lancer sur une machine. Donc, je vais juste, par exemple, autoriser Internet Explorer. Donc, il faut donner le chemin de l'exécutable. Et on peut aussi spécifier tout ce qui est module path, donc tout ce qui est DLL que l'exécutable peut utiliser pour lancer. Et on peut aussi ajouter tout ce qui est hash, ou tout ce qui est signature, tout ce qui est argument par exemple. Donc, on peut même limiter les arguments dans le lancement d'un process. La dernière étape que je vais présenter, c'est la partie Update from Sandbox Violation. Donc, dans cette étape, on peut faire des exceptions automatiques en utilisant les violations. Donc, on peut mettre la politique en mode monitoring. Donc, DCS va enregistrer tout ce qui est violation. Donc, par exemple, l'utilisateur va lancer Internet Explorer, va lancer d'autres process. Donc, par la suite, on clique juste sur Update Sandbox from Violation Event et ces actions-là seront autorisées. Donc, là, c'est le mode. Donc, on va utiliser le mode monitoring de DCS. Donc, je vais vous présenter l'accès au serveur. Donc, la console est pour modifier tout ce qui est politique. Donc, la partie serveur, c'est pour voir l'état, par exemple, des serveurs. Et on peut aussi, par exemple, on peut aussi affecter, par exemple, un agent à un groupe de sécurité pour pouvoir appliquer d'autres politiques de sécurité. Donc, je vais juste vous montrer un serveur où la prévention est activée sur ce serveur. Donc, dans la politique, j'ai autorisé le lancement d'Internet Explorer. Donc, vous allez voir que Internet Explorer vient lancer sur la machine. Donc, si je veux lancer, par exemple, d'autres process, donc on va voir qu'il y aura un blocage. Pour lancer, par exemple, cet exécutable, il faut qu'une autorisation soit faite au niveau de serveur de management de la solution DCS. Donc, je ne peux pas lancer des process sauf si j'ai l'autorisation. Donc, je vais juste lancer l'Event Viewer pour voir les logs. Donc, par exemple, on trouve
qu'il y a des alertes ou des warnings côté FireLight, donc des process qui n'ont pas l'accès à quelques fichiers. Mais par exemple, pour Internet Explorer, on voit qu'il y a que même si l'action est autorisée, il y a une trace que l'utilisateur a lancé tel process. Donc, on voit que le lancement d'Internet Explorer est autorisé sur le serveur. Donc, par exemple, lorsque j'ai testé le lancement des exécutables, donc il y a un warning et il y a un blocage. Donc on peut voir le détail. Donc on peut trouver tout ce qui est module path, donc les DLL qui va utiliser le process. Donc ces actions-là sont bloquées. Donc je vais juste essayer de copier un fichier exécutable sur le bureau. Donc j'ai pas fait l'autorisation sur le bureau, mais j'ai fait l'autorisation sur le répertoire REP. Donc on va voir que même avec un compte administrateur, j'ai pas pu copier des fichiers exécutables sur le bureau. Et dans l'Event Viewer, donc on va voir qu'il y a eu un blocage. Donc il vous donne l'exécutable qui a essayé de copier, même vous trouvez tout ce qui est module, Donc j'ai pas pu copier le fichier sur le bureau. Et dans l'Event Viewer, donc on va trouver la trace de ce blocage. Le process n'a pas l'autorisation pour copier l'exécutable dans ce chemin. Donc moi j'ai fait une autorisation pour que je puisse copier l'exécutable sur le répertoire REP. Donc on va voir que l'action est autorisée. Donc même sur la partie Event Viewer, donc on va trouver une notice ou une information que l'exécutable a l'autorisation pour copier ce fichier. Donc si vous avez des questions sur la partie présentation technique, donc on peut répondre à toutes vos questions. Donc je donne la parole à Monsieur Zakaria. Merci beaucoup Mohamed, merci pour cette présentation courte certes, mais c'est vrai que le temps nous est compté. Abdelzak, tu es avec nous? Oui, je suis là. Il y a une question de Monsieur Ben Meziane. Donc, il demande si plusieurs versions de l'application à bloquer existent au niveau des serveurs, comment réagir DCS? En fait, il y a plusieurs façons de créer les politiques pour mettre les applications en whitelist. Il y a plusieurs façons. On avait dit tout à l'heure concernant les applications, si je bloque plusieurs applications, comment réagir DCS? Bon, Mohamed a répondu, effectivement c'est géré par DCS. On a eu également d'autres questions sur la cohabitation. Mohamed a réagi. DCS cohabite avec Symantec ou avec d'autres antivirus, il n'y a pas de souci particulier, puisque DCS va au-delà de l'antivirus, comme l'a expliqué Abdelzak et Mohamed. On a eu également une autre question sur le déploiement en fait, sur les différents serveurs, comment le déploiement se fait sur les serveurs. J'ai par exemple 50 serveurs à protéger par DCS, comment se fait le déploiement? Je vais laisser Mohamed en parler. Allô? Donc pour la solution DCS, donc pour le moment de la solution des deux méthodes. Donc soit on peut utiliser la méthode avec agent. Donc on va installer l'agent sur les 50 serveurs, les 100 serveurs. Donc il y a donc on peut créer par exemple une GPU ou on peut créer une GPU pour lancer l'installation sur les 50 serveurs, les 100 serveurs. La deuxième méthode, c'est d'utiliser le mode sans agent. Donc, le mode sans agent, c'est juste une VM
qu'on va la déployer sur VMware et elle va se connecter à VSphere ou elle va connecter à NSX pour faire pour sécuriser les serveurs qui sont dans le même. Donc, elle va gérer même interconnexion entre les serveurs. Donc, par exemple, entre serveur Active Directory et Exchange. Donc, elle va gérer aussi elle va gérer les interconnexions entre les serveurs. Donc, il y a deux méthodes. Donc, avec agent et sans agent. Et les deux font la même chose. Donc, Bien, merci Mohamed. Il y avait également une autre question concernant en fait le type de vulnérabilité qui est détecté par DCS. Donc, DCS, déjà, ce n'est pas un scanner de vulnérabilité, donc il ne détecte pas des vulnérabilités. Par contre, DCS, comme l'a expliqué tout à l'heure Abdelzak, s'il fait intervenir, il n'hésite pas à faire ça. Pour répondre à la question, mais comme tout à l'heure l'a expliqué Abdelzak, l'un des intérêts de DCS, c'est de s'adapter à la réalité des data centers d'aujourd'hui. Concrètement, il est impossible, on le voit depuis le début de l'année, Microsoft a sorti depuis 6 mois, et c'est historique, le plus important nombre de patchs de vulnérabilité de son histoire. Ça s'explique aussi que Microsoft fait beaucoup d'investissements dans ce domaine-là, mais pas que. Les systèmes sont également de plus en plus attaqués, donc il y a beaucoup plus de vulnérabilités qui sont découvertes par les différents acteurs, les chercheurs, les analystes, mais également les cyberattaquants. Et donc aujourd'hui, un data center, et c'est votre cas probablement, lorsque vous avez des patchs, le patch Tuesday de Microsoft au mois de juin, il y avait plus de 120 vulnérabilités à patcher. C'est impossible de patcher 120 vulnérabilités sur 200, 300, 400 serveurs, sur 500, 1000, 2000 machines. C'est impossible. Donc il ne faut pas être utopique et penser qu'on peut patcher en quelques jours l'ensemble des patchs qui sont sortis aujourd'hui. Donc il va falloir faire des choix, tester. Enfin, il y a tout un processus et tout un cycle de vie du patch management qu'il faut assurer. Mais entre-temps, qu'est-ce que je fais pendant que mes serveurs ne sont pas patchés? Justement, DCS, il est là pour ça. Il est là en particulier pour gérer la sécurité de votre data center, même lorsque les serveurs n'ont pas été patchés. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'entreprises qui vont prendre DCS, au-delà de protéger leurs serveurs qui sont sur des versions récentes, donc supportées par leurs éditeurs ou leurs applications qui sont supportées par leurs éditeurs, ils vont également utiliser DCS sur des systèmes qui sont obsolètes, qui n'ont plus la capacité d'être mis à jour, notamment les Windows 2003, etc. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas de quelles sont les vulnérabilités que DCS va détecter, mais plutôt quelle est la nature des attaques qui vont être utilisées pour atteindre vos assets, pour atteindre vos données. Et DCS, justement, va analyser, détecter et que les vecteurs de compromission soient exploités. Mehdi, vous m'entendez? On va prendre une dernière question. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vas-y. Allô? Oui, on t'entend. Oui, vous m'entendez? Voilà, en fait, je voulais intervenir juste par rapport à ce point de vulnérabilité qui sont détectées par DCS ou quelles sont les attaques qui peuvent être bloquées par DCS. En fait, là, on parle d'une approche complètement différente. Je suppose que tout le monde entend de plus en plus parler de Zero Trust, on parle de confiance zéro, de façon à ne rien laisser s'exécuter, sans contrôle, à apporter des contrôles continus, etc. DCS, il peut entrer dans cette politique-là de Zero Trust. En fait, le principe est simple. C'est pas quelles sont les vulnérabilités que je vais bloquer, mais on va dire que je vais tout bloquer et n'autoriser que ce qui est utile pour moi. D'accord? Donc, même si je ne connais pas ces vulnérabilités-là, je vais les bloquer parce que je ne vais pas autoriser leurs exécutions. C'est ça le principe. J'ai des applications, j'ai un système d'exploitation, je fais le hardening de ce système d'exploitation-là. J'ai une version qui est stable, d'accord? Une version du système d'exploitation qui est stable. J'installe l'agent DCS.
je précise et je détermine ce qui doit s'exécuter et ce qui ne doit pas s'exécuter. Et du coup, aucune vulnérabilité ne peut s'exécuter. Aucune attaque, que ce soit une attaque physique par un utilisateur ou bien une attaque par application ou autre, ne peut s'exécuter, ne peut exploiter ces vulnérabilités-là. D'ailleurs, pendant 7 années de suite, ça c'est une information qui existe, pendant 7 années de suite, DCS il a été mis en contribution, mis à exécution ou bien au défi sur le Black Hat, l'événement mondial des hackers qui se fait aux États-Unis donc chaque année. Pendant 7 années de suite, mis à part l'année passée où on n'avait pas participé, donc pendant 7 années de suite, DCS SA il a été mis au défi et aucun hacker n'a pu le casser ou bien s'introduire sur un serveur qui était protégé par DCS. C'est pour vous dire qu'on ne parle pas forcément de prévention telle que c'est le cas pour des serveurs, pour des antivirus, pour des anti-malware, etc. On parle plus de hardening, on parle plus d'isolation de tout ce qui n'est pas connu. D'accord? Qu'on sait qui est bon, on l'utilise. Tout le reste, on va empêcher son exécution. Et cela fait que même si on a des vulnérabilités sur le poste de travail, sur le serveur, même si on a des attaques, elles ne peuvent pas s'exécuter, donc elles ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. C'est ça le principe de DCS. Abdelzak, merci. On a d'autres questions. C'est ce que j'avais prévu. Hein. Dès qu'on a le premier qui pose la première question, en général, les autres suivent. Et c'est des excellentes questions. Est-ce qu'on risque de se retrouver à gérer des faux positifs à travers DCS? Mohamed ou Abdelzak, je vous laisse répondre à ça, à cette question-là. Toute solution de sécurité génère des fausses positives. Et c'est ça le principe, aussi de la cybersécurité et de la protection cybersécurité. Par contre, sur DCS, on a de moins en moins de fausses positives. Pourquoi? Parce qu'à la limite, tout ce qui est autorisé, c'est des applications et c'est des accès qui sont à la base validés. Ce qu'on peut avoir comme false positive, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme par exemple un administrateur qui essaye d'exécuter des tâches en dehors d'une plage de maintenance. D'accord? Donc ça va donner une alerte, ça va déclencher une alarme, comme quoi il y a une atteinte au fichier, donc à la file intégrité, à l'intégrité du fichier, ou bien à l'intégrité de l'application, ou bien à l'intégrité du processus. Mais au final, c'est parce qu'il y a une utilisation derrière qui a généré cette alerte-là. Mais s'il n'y a pas ce genre de truc, on n'a pas beaucoup de fausses positives. Mais ça peut exister, c'est normal, c'est le fonctionnement des solutions de cybersécurité. Merci beaucoup. En fait, juste pour rejoindre ce que vient de dire, la première règle, c'est de connaître ces applications. Pour pouvoir mettre en place une bonne sécurité ou une bonne hygiène de sécurité au niveau de son data center, la première des règles, c'est d'avoir une cartographie des processus qui s'exécutent sur le data center. Donc avoir une bonne connaissance documentée des applications sur chacune des briques de son data center. À partir du moment où vous avez cette bonne connaissance, DCS va être bien configuré et donc on va limiter au minimum les faux positifs. L'objectif, c'est qu'effectivement les faux positifs, ça soit des actions autorisées, des actions saines, mais qui sont en dehors des coûts. Mais surtout pas une cyberattaque, en tout cas une tentative de cyberattaque. L'exemple qu'a pris Abdelzak, il est excellent. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre système d'information, télécharger des données de votre application métier à 2h du matin, une idée. Juste les personnes qui sont les personnes qui n'ont pas coupé leur micro, je vous demande juste de couper vos micros. Merci beaucoup. Donc, je reprends juste. Est-ce que dans votre data center, avoir un fichier de plusieurs centaines de mégas téléchargé à 2h du matin sur un poste de travail, c'est légitime.
DCS va permettre effectivement de détecter ce type d'anomalie. Est-ce que c'est un faux positif? Est-ce que c'est pas un faux positif? Ça, effectivement, c'est la connaissance de votre système d'information, c'est la connaissance des différents process de votre data center qui va définir effectivement le niveau de sécurité que vous souhaitez et le niveau de faux positif. Parce que, quelquefois, encore une fois, le faux positif, après analyse, n'est pas un faux positif. C'est une action qui n'a pas été contrôlée au départ, mais que vous allez contrôler parce que DCS, comme l'a expliqué Mohamed tout à l'heure, permet également, au-delà de bloquer, de faire du monitoring extrêmement fin. Est-ce que DCS, une autre question, est-ce que DCS remplace un antivirus ou c'est complémentaire? Je vais laisser parler Abdelzak. Moi, j'ai une idée assez précise sur ça, mais je vais laisser passer Abdelzak qui a effectivement. En fait, je dirais qu'ils sont plus complémentaires, mais ils peuvent aussi remplacer dans certains cas. Ça dépend de votre politique de sécurité. En fait, ça dépend de la politique de sécurité de l'entreprise. DCS, il comporte même des fonctions anti-malware. D'accord? Quand on prend par exemple, quand on utilise DCS en mode sans agent, on a les mêmes fonctionnalités antivirales, si vous voulez, que SEP en quelque sorte, sur tout ce qui est VMware. Ça, c'est pas un problème. Donc, on a les mêmes fonctionnalités et on n'a pas forcément besoin de la solution d'un anti-malware. Par rapport à l'agent, ça dépend des systèmes d'exploitation que vous utilisez derrière. Si c'est du Linux, si c'est par exemple les dérivés de Linux, du Ubuntu, du CentOS, je ne sais pas quoi, on peut aussi avoir les fonctions anti-malware, donc les fonctions antivirus sur l'agent. Par contre, pour tout ce qui est Windows, on n'a pas de fonction antivirus sur l'agent DCS. C'est pour ça que je dis qu'il peut être complémentaire. Dans ce cas, on peut recommander à certains clients d'avoir DCS pour la partie hardening, d'accord? Donc, on va tout bloquer, on va tout fermer. Comme je le disais, et c'est un terme qui revient rapidement et qui est très intéressant. Donc, on fait confiance à personne, on fait confiance à rien, mais à part à ce qu'on connaît. Donc, zero trust. Donc, je ferme tout, je ferme les portes, je ferme les fenêtres, et en même temps, je balaye en interne, d'accord? Donc, je peux utiliser l'antivirus pour qu'il puisse faire aussi le contrôle, pour qu'il fasse des scans, etc., pour scanner les serveurs, pour scanner les fichiers, en cas où il y a quelque chose qui a été copié par une action autorisée, par un utilisateur ou bien un administrateur autorisé. Ça peut être complémentaire, mais ça peut être aussi, si on utilise le hardening d'une façon efficace à 100%, on peut se passer de l'antivirus sur le serveur. C'est ça en gros la réflexion. Merci Abdelzak. J'allais justement arriver à cette conclusion, effectivement. Aujourd'hui, les clients que nous avons sur DCS, il y en a quasiment pas. Je suis en train d'essayer de me rappeler, mais il y en a quasiment pas qui utilisent DCS en complément d'un antivirus. La condition, elle est très simple. Ça me rappelle une réunion de cadrage qu'on avait fait il y a 1 an avec une entreprise d'ailleurs qui est présente aujourd'hui, où effectivement la réflexion, elle était très simple. DCS n'est efficace que si vous connaissez votre serveur. DCS n'est efficace que si vous connaissez les applications qui tournent sur votre serveur. Si vous ne connaissez pas ce qui tourne sur votre serveur, DCS ne sera pas efficace. Et effectivement, il faut un antivirus puisque vous n'allez pas restreindre, enfin, vous n'allez pas arriver au zéro trust. À partir du moment où vous avez une confiance en vous-même, une confiance dans vos capacités à avoir ce type d'information, ce niveau d'information, qu'est-ce qui tourne sur mes serveurs, vous arrivez au zéro trust. Si DCS, vous le configurez pour ne limiter que ce que vous connaissez sur le serveur, l'antivirus n'a aucune action en fait. N'a plus rien à faire l'antivirus. Et dans ce cas-là, effectivement, DCS pourrait suivre. Une autre question, et puis je pense qu'on va... Je rajoute juste une chose par rapport à ça. En fait, de un, déjà, on va limiter l'exécution sur le serveur à seulement ce qui est connu, ce qui est trusted, ce qui est donc connu et on sait très bien que c'est fiable. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'on a les fonctions de monitoring qui sont derrière. Donc, même ce qu'on a autorisé comme fiable, on va continuer à le monitorer.
D'accord? Ça veut dire s'il y a des actions qui sont contraires à la politique d'entreprise, s'il y a des actions qui peuvent être des indicateurs de compromission, qui peuvent être des incidents d'attaque, etc., on va aussi, le monitoring, donc il va remonter des alertes, il va remonter ces informations-là, et on peut vérifier. Donc, c'est ça le principe aussi du Zero Trust. Donc, on fait confiance à seulement ce qu'on connaît, mais en plus de ça, on fait des contrôles réguliers. Donc, on fait des contrôles en continu. On se dit, c'est pas une tâche, mais c'est un cycle de vie. C'est ce que je disais aussi au tout début de la présentation. Ça veut dire qu'on fait des assessments de façon continue, on fait la protection de façon continue, et on fait aussi l'orchestration de façon continue. C'est des actions qui se répètent. Même si on est sûr qu'on a autorisé que les applications qui sont fiables, mais on ne leur fait pas confiance à 100%. C'est ça le principe du Zero Trust. Ça veut dire que je te fais confiance. Quelqu'un qui frappe à ma porte à 2 heures du matin, je vérifie. Je ne lui ouvre pas directement. D'accord? Donc, je vérifie. Si c'est une personne que je connais, je lui ouvre. Et je demande aussi pourquoi elle est venue à 2 heures du matin. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une action qui est fiable. C'est ça le principe du Zero Trust. Ça veut dire que je vous fais pas confiance. Mais même si je vous fais confiance, cela ne m'empêche pas de vous contrôler, de vous suivre, de voir ce que vous faites, etc. C'est le principe du monitoring. Voilà. Merci Abdelzak. Une dernière question. Les attaques Zero Day, comment des DSS peut réagir? En fait, pour les attaques Zero Day, DSS il va pas détecter les attaques. Plutôt, DCS il va pas détecter les attaques. C'est pas son travail. Encore une fois, DCS il va empêcher que ces attaques-là se produisent sur le serveur. Si vous voulez une solution pour détecter les Zero Day, il faudra avoir de l'EDR, d'accord? Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Endpoint Detection and Response. Ça veut dire qu'une fois qu'elle se produit sur le serveur, on va la détecter. Ça, c'est ce que fait aujourd'hui l'antivirus et les fonctions avancées qu'on appelle l'EDR aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est l'évolution de l'antivirus. Par contre, DCS, il va empêcher que ces attaques-là surviennent sur votre poste de travail. Le principe est simple. Aujourd'hui, quand on parle des attaques Zero Day, c'est quoi? D'accord? On va prendre l'exemple des ransomware. Il n'y a pas de ransomware, mais le Zero Day le plus connu aujourd'hui, c'est des ransomware. Le ransomware, il agit comment? De un, il doit se télécharger sur le poste de travail pour installer une sorte d'outil ou bien de cheval de Troie sur le serveur. D'accord? Dans ce cas, si on utilise le hardening convenablement, cet outil-là qui est utilisé par le hacker ne pourra jamais s'installer sur le poste de travail. Vous avez vu tout à l'heure l'exemple, la démonstration de Mohamed. Quand il a essayé de copier un fichier sur le bureau, on l'a empêché. DCS l'a empêché. D'accord? Même si c'était un utilisateur à privilège, il avait des privilèges administrateurs. Donc, la première action, on l'empêche. D'accord? On l'empêche d'installer son outil sur le poste de travail. Donc, DCS, il va l'empêcher. Deuxième des choses, supposons que le cheval de Troie ou bien l'outil, il a été copié sur le poste de travail. DCS ne l'a pas détecté. Qu'est-ce qui va se passer? Cet outil-là, il doit se connecter vers un serveur de command and control à l'extérieur, d'accord, pour récupérer la clé de cryptage ou bien les informations de chiffrement. Dans ce cas, DCS il va l'empêcher de le faire parce que c'est une action qui n'est pas autorisée. D'accord? Donc, il ne va pas le laisser accomplir cette tâche aussi. Donc, la première tâche, techniquement et logiquement, elle ne peut pas s'exécuter. La deuxième tâche, qui est aussi primordiale, elle ne peut pas s'exécuter parce qu'il y a les pièces déjà, il y a les pièces de DCS, de DCS, et il y a aussi le principe d'autoriser les actions, d'autoriser les connexions qui sont connues, qui sont fiables, qui sont whitelistées. Donc, 2 actions déjà bloquées. La troisième action, supposons qu'il a pu contacter son serveur de command and control et il a téléchargé la clé de chiffrement. Après qu'il ait téléchargé la clé de chiffrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit chiffrer des fichiers. Mais nous, le file integrity, on a dit que
aucune action ne peut se faire sur des fichiers en dehors des personnes autorisées, en dehors de la plage autorisée, etc. Donc, dans ce cas, il ne pourra pas aussi chiffrer les documents. Dès qu'il essaye de chiffrer un document, on va l'empêcher et il y a des alertes, donc le file real-time file monitoring. Donc, il va remonter l'information comme quoi il y a un outil ou bien il y a une application, un processus qui essaye de modifier, de compromettre des fichiers. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est ça le principe de DCS. C'est pas comme un antivirus, donc il va utiliser une signature, il va utiliser par exemple du machine learning ou bien de l'analyse comportementale, donc il va voir comment ça se passe. Là, c'est le contraire. Là, je ne te connais pas, je t'empêche de t'exécuter. Je ne sais pas, le comportement ou bien l'action que vous voulez faire n'est pas autorisée, donc je la bloque. C'est comme ça que DCS il va empêcher les attaques avancées, les attaques ciblées, etc. Donc, on autorise, je répète, j'insiste sur le principe, parce que malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour la démonstration et pour la présentation. Donc, le principe du hardening est simple. Vous avez de 1, donc le whitelisting. Le whitelisting, il va autoriser déjà, avant de faire le whitelisting, M. Zakaria, il parlait de cartographie. Donc, en partant sur la console de management, vous allez avoir déjà tous les processus qui tournent sur votre serveur. D'accord? Après, vous allez choisir les processus, vous allez choisir les applications qui vont passer en whitelist. D'accord? Tout le reste, on va le laisser en blacklist. D'accord? Donc, il ne va pas s'exécuter. Une fois qu'on choisit les applications qui passent en whitelist, donc les applications qui sont autorisées à s'exécuter, on va aller dans les attributs donc, de ces applications-là et voir quels sont les processus internes, quelles sont les actions internes à ces applications-là, et on va bloquer. D'accord? Donc, on va bloquer ce qui ne doit pas s'exécuter. Après, donc, on a au final une notion de filtrage systématique. Ça veut dire que si un ransomware, si une attaque, parce que réellement les zero day, ils exploitent quoi? Ils exploitent les failles sur les systèmes, ils exploitent les systèmes qui ne sont pas patchés, ils exploitent des misconfigurations, des mauvaises configurations, etc. Dans ce cas-là, rien ne va être exécuté, rien ne va être exploité parce qu'on a déjà bloqué tout ce qui n'est pas connu, tout ce qui n'est pas fiable, tout ce dont on n'est pas sûr qu'il n'est pas un vecteur de risque. C'est ça le principe de DCS. Merci beaucoup, Abdelzak. Juste en complément, par rapport aux différentes remontées de nos clients, les différents clients qui effectivement nous ont remonté leur attaque, on découvre vraiment qu'à l'origine, c'est une mauvaise hygiène. À l'origine, c'est vraiment une mauvaise hygiène. Après l'attaque, on constate que sur le serveur, il y avait des protocoles qui étaient autorisés, qui ne sont pas utilisés par l'entreprise. On prend par exemple le protocole SMB, qui a défrayé la chronique depuis quelques années avec WannaCry, qui a redéfrayé la chronique depuis plus d'années avec les différentes attaques qui ont utilisé le SMB. Le SMB, dans sa version 3, est toujours vulnérable. Microsoft a publié tout un article sur ça. SMB, si on prend que SMB, n'a rien à faire sur les serveurs si vous n'utilisez pas SMB dans votre réseau. Si c'est le cas, on utilise SMB uniquement entre les machines qui sont censées l'utiliser. On a trouvé par exemple les outils Office qui avaient les macros activés. L'entreprise n'utilise pas les macros. Et on sait très bien aujourd'hui que les charges sont souvent diffusées à travers les macros Word ou les macros Excel. Désactivons les macros Word. Ce que fait DCS, et il l'a bien expliqué Abdelzak, c'est de faire en sorte que vous passez un niveau de maturité en connaissance de vos applications. Tout ce qui n'est pas utilisé au-delà de ce qui est vulnérable, hein, parce qu'encore une fois, la zero day, l'existence même d'une zero day, c'est que la vulnérabilité n'est pas connue. Donc, on ne connaît pas la vulnérabilité, on ne sait pas est-ce qu'aujourd'hui, un attaquant est présent dans mon système d'information. Parce que la vulnérabilité n'a jamais été publiée. Donc, partant de ce principe-là, je regarde très concrètement qu'est-ce que j'utilise sur mon serveur. Et je limite
exclusivement à ce qui est exécuté réellement par mes applicatifs. Scanner la mémoire d'un serveur, ce n'est pas une activité normale. Les administrateurs d'une entreprise ne scannent pas la mémoire d'un serveur. Donc, je vais empêcher le scan de la mémoire d'un serveur. Mon administrateur n'a pas à se connecter, en tout cas à mapper ses disques durs locaux sur un serveur. Ce n'est pas une action normale, même si ça se fait beaucoup, et on voit qu'il y a beaucoup d'attaques qui passent par les disques locaux d'un ordinateur. Lorsque vous connectez en RDP, vous mappez vos disques durs locaux pour faciliter la copie. C'est une action qui n'est pas à faire. Pour ça, pourquoi? Parce que les attaquants utilisent également ça à travers le protocole RDP. Dans ce cas-là, j'interdis le mappage de disques durs locaux, etc., etc., etc. Et donc, à partir du principe où mon serveur, il est correctement limité en matière d'exécution au ce que je connais, bah, l'attaquant aura beaucoup de mal à se connecter à ce fameux serveur et à faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est pour cette raison-là que tout à l'heure expliquait Abdelzar, effectivement, sur plusieurs années, sur 7 années, Black Hat, moi je vous encourage à aller voir ce que c'est que l'événement Black Hat, que Black Hat, effectivement, n'a pas réussi à bypasser des machines qui étaient protégées par DCS. Tout simplement parce que les outils qui étaient utilisés par les hackers ne permettaient pas d'accéder à la machine qui était protégée par DCS. Abdelzak, merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup, partenaire Symantec, pour sa présence à nos côtés. Merci beaucoup à Mohamed d'avoir été présent avec nous et d'avoir fait la démonstration. Merci à tous et toutes pour votre présence, pour l'ensemble des questions. Je vous rappelle en quelques mots que nous sommes effectivement disponibles sur les réseaux sociaux. Cette présentation a été enregistrée. Elle sera diffusée en début de semaine prochaine sur notre chaîne YouTube et partagée sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à la partager en interne chez vous, à la revisualiser. Évidemment, si vous souhaitez qu'on vous détaille plus DCS, n'hésitez pas à nous solliciter. On le mettra évidemment sur les différents réseaux sociaux. Si vous souhaitez mettre en place un POC, un POC, sur la solution DSS, je pense qu'il n'y a pas meilleure preuve que de conceptualiser sur le terrain DCS. Donc n'hésitez pas, on peut déployer DCS en maquette chez vous sur quelques serveurs et vous verrez la prouesse technologique concrètement une fois qu'il est mis sur votre infrastructure. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous dis à très bientôt à d'autres Uniday. Merci à vous. Au revoir.